il n'y a pas de commentaires vraiment contradictoires, mais plutôt des commentaires qui vont consister en questions à Luc afin d'éclaircir certains de ses propos. Luc, tu parles de principe, tu dis que cet article 1, ou ce préambule du préambule, enfin bref, ce paragraphe préliminaire du préambule à la Constitution de 1946 contient des principes philosophiques. Alors, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, j'aimerais t'entendre sur ce point. Et puis ensuite, sur quelque chose d'un petit peu plus historique, enfin disons historico-politique ou interconnecté entre l'histoire et la politique. Alors, sans doute, j'ai du mal à comprendre ce que tu as dit, mais tu as dit que les principes qui étaient énoncés dans ce paragraphe n'ont pas empêché que s'installe de façon illégale le régime de Vichy. Non, de façon légale. De légal, c'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas empêché que s'instaure de façon légale le régime de Vichy. Bon. Alors, je ferai deux remarques, mais encore une fois, on n'est pas au stade de la contradiction, au stade de mieux se comprendre afin de savoir si on peut débattre. Ce préambule, il est postérieur. Il est postérieur à l'installation du régime de Vichy. Bon. Donc, il ne peut pas dire des choses qui étaient censées empêcher que s'installe le régime de Vichy. C'est le premier point. Deuxièmement, le régime de Vichy s'est instauré de façon légale. Alors oui, c'est un débat intéressant ça. Hein. Bon. Oui, il s'est installé de façon légale, je suis tout à fait d'accord. Ce qui veut dire que la Constitution de la Troisième République rendait possible l'instauration d'un régime comme celui de Vichy. Bon. Premier, disons, élément de conclusion. Et puis deuxième élément de conclusion, bon, ce régime de Vichy, bon, en termes théoriques, quel problème il posait? Bon, alors c'est vrai qu'il y a un anathème systématique sur Vichy, c'est un peu comme Robespierre. Vichy, hop, Robespierre, bon, c'est voilà, c'est irrecevable. Bon, Vichy irrecevable, Robespierre irrecevable, non, bon, c'est diable. Vichy, bon, alors c'est intéressant de reprendre un peu le cours des événements historico-politiques qui ont amené l'instauration du régime de Vichy. Alors, est-ce qu'il était sous le régime de la Troisième République? Pas sous le régime de la Quatrième, puisque la Quatrième, il n'y a pas encore de régime. D'ailleurs, si on regarde bien le document que nous avons étudié en préambule à nos premières réunions du cercle de renouvellement constitutionnel, le petit livre de Zarka, je crois, sur l'histoire des constitutions françaises, le régime de Vichy, ça constitue, en fait, c'est une constitution à part. C'est un régime qui s'est... il avait sa propre constitution ou sa propre simili-constitution. Donc, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse constitutionnelle du régime du Vichy me paraît non dénuée d'intérêt, parce qu'elle se situe entre la fin de la Troisième République et le début de la Quatrième République. Bon, c'est une république qui est ostracisée. On la nomme pas république. Alors, si on la nomme pas république, il faudrait la nommer restauration. Pourquoi pas, hein, puisqu'on a bien parlé de restauration à partir de 1815. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce régime de Vichy? Est-ce que c'est un régime de toute façon? Voilà. Bon, comment a-t-il pu? Est-ce qu'il procède en fait d'un putsch militaire? Alors, je reviens sur les éléments qu'a donné Guillaume concernant la force brutale. Hein. Est-ce que le régime de Vichy, c'est la force brutale, point final, qui s'est instauré,
ou est-ce qu'il est dans la continuité d'une espèce, disons, de légalité ou de constitutionnalité? Voilà. Alors, du coup, on va peut-être pas parler de ça, mais du coup, ça me paraît être sujet qu'on peut inscrire. Quid du régime de Vichy? De la République du Vichy. On avait parlé pour ce qui concerne Mussolini, la République de San Marco, cette République qu'il avait créée là, suite à son exfiltration par Göring. Voilà. Bon, c'est tout pour l'instant. Oui, une ou deux petites choses sur l'adjectif philosophique. Je reviens encore dessus. Principe philosophique. Bon, j'ai dû savoir ce qu'on entend par philosophie. Moi, l'adjectif philosophique me gêne, afin de qualifier, lorsqu'on veut qualifier les principes qui sont mis dans ce préambule ou dans une autre partie du bloc constitutionnel. Pour moi, ce sont des principes politiques. Bon, alors, tout dépend de la définition qu'on a de la philosophie, mais je vais vous donner la mienne, la définition de la philosophie. En fait, c'est celle de Thomas Hobbes. La philosophie, c'est la connaissance acquise par le raisonnement, qui va de la façon dont une chose est engendrée jusqu'à ses propriétés, ou qui va des propriétés constatées de cette chose aux voies possibles de l'engendrer. Bon, donc, à partir de l'acception de cette définition de la philosophie, je ne peux pas qualifier les principes, ou simili-principes, ça c'est un autre débat, les énoncés de propositions qui ont vocation à être nommés principes, dans une constitution ou dans une partie du bloc constitutionnel, les nommer des principes philosophiques. Bon, débat éventuellement à suivre. Pour ce qui concerne ce qu'a dit Guillaume et qui m'a fait bondir, c'est que Guillaume considère que ça lui paraît très difficile, voire même impossible, d'écrire dans une constitution quelque chose qui va empêcher la barbarie. Alors là, je vais être extrêmement ferme. Et je dis qu'une constitution, une bonne constitution, alors enfin une constitution telle qu'on la verrait, elle doit écrire des choses justement qui empêchent la barbarie. Voilà. Et que, à contrario, si une constitution, si ce qui est écrit dans une constitution rend possible un régime qui va développer de la barbarie, c'est que cette constitution est comme dit l'article 16, je crois, de la Constitution, cette Constitution n'a aucune valeur. Ou alors, la société qui se donne un texte qui lui permet de développer la barbarie est réputée ne pas avoir de Constitution, pour paraphraser la DDHC. Et pour refaire le lien avec le régime de Vichy par rapport à ce que je viens de dire, le régime de Vichy, c'est une continuation de la Troisième République. Il n'y a pas eu de changement de République. Donc, si on doit étudier, se mettre à étudier comment a pu s'installer le régime de Vichy, eh ben, il faut lire la Constitution de la Troisième République et voir que ça a donc été possible, puisqu'il n'y a pas eu de coup de force français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une faction qui a investi le lieu du pouvoir et qui a installé, comme a fait Danton quand il a créé la Commune de Paris. Il est arrivé, il a mis deux pistolets sur la table, il dit voilà, maintenant il y a la Commune de Paris. Bon, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu effectivement un vote dans la Sénat, et un vote qui ont appelé Pétain et qui l'ont nommé, Bon, donc ça veut dire qu'on a lu la Constitution qui était et que ça a été possible. Ou alors il y a eu à ce moment-là un putsch institutionnel, mais à creuser. Alors là, c'est une interprétation, on est sur une interprétation de syntaxe. Donc l'article 2 dit que il va énoncer que le préambule va ensuite énoncer une série d'articles qui sont de principes qui sont particulièrement nécessaires à notre temps. Bon. C'est ça. Pour l'instant, on ne parle pas des articles qui vont venir, le 2, 3, le 4, le 5, le 6, le 7, on ne les a pas encore dit.
on discute, tu te en faux, ou tout au moins en grande incertitude par rapport à l'efficience de cette phrase. Est-ce que dans une constitution, on peut mettre que le peuple français, etc., juge qu'il y a des articles qui sont particulièrement nécessaires à notre temps? Effectivement, ce qui est intéressant, et je te remercie, c'est d'avoir buté sur ce petit bout de phrase, parce qu'effectivement, il s'agit d'une constitution, il ne s'agit pas d'un texte littéraire, c'est pas une proclamation comme ça, là, comme pouvait être la proclamation de l'indépendance des États-Unis. Il s'agit d'un texte normatif, il s'agit d'un texte coercitif. Donc, particulièrement nécessaire. Alors, la liste, ensuite, des différents articles, il y en a, je ne sais pas, une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Ils sont particulièrement nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas être nécessaires. Voilà. Bon, cette phrase, manifestement, n'a rien à faire, la façon dont elle est rédigée, en tout cas, n'a rien à faire dans une constitution. La constitution ne dit pas, il nous semble que tous les articles que nous allons maintenant citer sont particulièrement nécessaires. Non, la Constitution dit qu'ils s'appliquent de façon coercitive. Et je dirais même plus, ils sont le cadre de la loi de deuxième niveau. Ça veut dire que ce qu'énonce la Constitution, puisque ce préambule fait partie de la Constitution, c'est un cadre pour la loi. Et ça veut dire que la loi de niveau inférieur, la loi ensuite qui est contenue dans les codes juridiques, qui va être fabriquée par l'Assemblée nationale ou fabriquée, bon, on ne va pas revenir sur le domaine réglementaire qui prend le pas largement quantitativement sur la loi proprement dite issue de l'Assemblée nationale, mais en tout cas, toutes ces règles coercitives doivent impérativement être compatibles avec les principes qui sont énoncés tout en haut dans la Constitution. Et le préambule de 46, c'est tout en haut de la Constitution, puisqu'il fait tout à fait partie, sans test possible, du bloc constitutionnel. Donc, dire que ce qu'on va énoncer, les 15 articles qui suivent, les principes qui sont contenus dans ces 15 principes qui vont être énoncés sont particulièrement nécessaires. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre ça dans une constitution. Cette phrase, effectivement, mériterait d'être complètement surlignée parce que du coup, elle jette, comme tu l'as très bien dit, elle jette le doute sur la crainte liée à ce principe. Est-ce que ces principes sont contraignants ou c'est simplement des conseils qu'on va donner aux futurs législateurs lorsqu'ils écriront une constitution? On leur conseille de regarder un petit peu ce qui est écrit dans le préambule du 46 et puis de s'en inspirer si ça leur dit. Voilà. Bon, si on veut être caricatural, ça veut dire ça. Donc, effectivement, cette phrase est inadmissible. Rien de moins, à mon avis. Cette phrase sur laquelle on est en train de pinailler, qui dit « Nous allons dans ce préambule qu'on considère comme étant particulièrement nécessaire à notre temps. » On est en train de pinailler sur cette phrase. Cette phrase, elle est écrite. Elle est écrite et elle est intégrée au bloc constitutionnel. Bon. Donc, on peut en penser ce qu'on veut. Sur le fond, il s'agit surtout de lui donner une interprétation juridique. Et à bien y réfléchir. Tu es coupé, Christian. Cette phrase, il faut la considérer telle qu'elle est. Et elle veut tout simplement dire que le préambule de la Constitution de 1946, ça n'est qu'une liste de conseils. Et que le législateur ou le constitutionnaliste serait bien inspiré de faire une petite communication, par exemple le président du Conseil constitutionnel, en disant « Tenez, peuple français, j'ai quelque chose à vous dire.
Finalement, vous savez, quand on a intégré à la Constitution de 1958 la DDHC, le préambule de la Constitution de 46, et puis un petit peu plus tard, la Charte de l'environnement. Alors, on a oublié de vous dire quelque chose. C'est qu'en fait, ce préambule de la Constitution de 46, il n'a pas de valeur normative. Non, je vous le dis, je suis conseil constitutionnel, donc je peux vous le dire. Mais ça va venir du conseil. C'est-à-dire que la loi devra à chaque fois tendre vers cette espèce d'idéal, parce que finalement, les 15 articles, d'ailleurs, on le verra lorsque nous étudierons les 15 articles du préambule, je l'ai déjà fait dans le cadre d'ateliers constitutionnels, et j'ai d'ailleurs des petits extraits à vous proposer pour chaque article, chaque fois qu'on en parlera. Eh bien, on va s'apercevoir que ce sont des principes extrêmement puissants. Ça commence déjà avec celui qui va venir, pas tout de suite après le droit d'asile, mais ce qui va venir avec le droit au travail et le devoir exceptionnel qui, s'ils sont pris au pied de la lettre, quasiment invalident tout le droit inférieur. Donc, moi je pense que le Conseil constitutionnel serait bien inspiré d'éclairer le peuple français pour dire que le préambule, qui dit d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes, il est passionnant un peu le préambule du 46 d'un certain point de vue. Il est plus littéraire que les autres, mais il est extrêmement intéressant pour réfléchir. Vous voyez, on a à peine commencé là, de faire des digressions. Et bien, ça n'a qu'une valeur indicative. Une suggestion que je fais, monsieur, je ne sais pas qui c'est le président du Conseil constitutionnel actuellement. C'est Fabius, non? Qui c'est? Oh, bah c'est toujours Fabius, oui. C'est Fabius. Allez, ben, va pour Laurent. Tu m'entends, Laurent?